Si vous voulez dire la vérité aux gens, faites-les rire, sinon ils vous tueront. Vous avez certainement déjà entendu cette citation qu'on attribue généralement à Oscar Wilde et qui revient à chaque fois qu'on parle de la satire. La satire qui fait donc appel à de l'humour, à de l'exagération, à la dérision, à la métaphore, mais qui est un outil pour informer, pour dénoncer et pour divertir. Les dessinateurs de presse savent le faire avec l'usage du crayon. Un crayon dans la main d'un dessinateur de presse est un outil puissant, un outil capable non seulement de vous faire rire, mais aussi de vous faire réagir et réfléchir. Et cela va plus loin. C'est un outil démocratique qui peut aussi heurter les sensibilités. D'ailleurs, au cours de l'une de ses interviews, le dessinateur de presse suisse, Patrick Chapat, parle de sa profession comme un métier de la provocation. Est-ce à dire que les dessinateurs de presse ont pour vocation de provoquer? Non, pas tout à fait. C'est justement parce que les dessins de presse ne sont pas compris de la même manière par tout le monde. Et ils ne plaisent pas à tout le monde. On le voit bien, les dessinateurs de presse font souvent l'objet de censure, de harcèlement. Et dans les pays où la presse, la liberté de la presse est menacée, on n'hésite pas à les mettre en prison. Nous pourrions encore évoquer le triste souvenir de Charlie Hebdo où des caricaturistes ont été assassinés. C'est donc pas un métier facile. La satire dérange, elle choque, elle est osée. Elle a une manière audacieuse de présenter les faits, de raconter le monde, de dire les choses. Dans le dessin de presse, ce qu'on voit, c'est le regard du caricaturiste, mais un regard sur l'actualité. Un regard dont nous avons besoin dans le monde actuel, un monde polarisé, un monde de fractures, un monde dans lequel les tensions et les clivages ont atteint des niveaux alarmants, un monde rempli d'informations anxiogènes. Nous pouvons poser la question de savoir si dans un tel monde, nous n'avons pas le droit à l'humour ou le droit de rire. Mais cela amène à une autre question. Peut-on rire de tout? Peut-on traiter tous les sujets que l'on veut avec humour? Quelles sont les limites et les défis éthiques liés à la satire? Comment trouver justement un équilibre entre l'humour et l'information? Comment utiliser la satire dans les médias? Eh bien, nous en parlons au cours de ce webinaire avec deux invités, Monsieur Damien Glaise et Donald Aklasso Ghana, qui n'est pas encore là et qui va bientôt nous rejoindre, je le crois. Nous allons parler de comment utiliser la satire dans les médias. Monsieur Glaise est dessinateur et éditorialiste franco-burkinabé. Il est chroniqueur, parolier, enseignant, scénariste de séries télévisées et auteur du comic strip Divine Comedy. Il a été pendant 25 ans le directeur de publication de l'hebdomadaire satirique Journal du Jeudi. Un journal dont la plume au vitriol, comme le dit Glaise lui-même, lui a valu bien des lauriers. Ces dessins sont publiés régulièrement dans Rolling Stone, Jeune Afrique, Abari RDC, Afrique Magazine, The Africa Report, World Policy Journal et il a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux. Avant de poser la question, la première question à notre invité, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. Au cours de l'année 2023, l'année passée donc, notre organisation a développé 67 programmes dans 79 pays pour les journalistes et un total de 24 774 journalistes ont participé au programme que nous avons conçu pour eux. Et en cette année encore, nous sommes aux côtés des journalistes pour les aider. Monsieur Glaze, puisque Donna n'est pas encore là, la première question naturellement, elle s'adresse à vous. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous raconter votre petite histoire? Comment vous êtes devenu dessinateur de presse? Est-ce que c'est une passion que vous aviez depuis l'enfance ou c'est venu un peu plus tard? Merci de m'avoir invité. En fait, le parcours des dessinateurs de presse est très particulier la plupart du temps parce que nous sommes un peu des êtres hybrides. C'est vrai qu'on est un peu journaliste et on a souvent même la carte de presse, mais on est aussi un peu artiste puisqu'on est dessinateur et on est en même temps parfois considéré à tort ou à raison comme des humoristes. Donc on a plusieurs casquettes, on est un peu inclassable et je crois que jusqu'à récemment, en tout cas, par exemple, la caricature de presse était très peu enseignée
dans les universités, ce qui montre un peu que c'est un profil un peu mélangé. Donc vous trouvez des dessinateurs qui viennent d'horizons très différents. Le plus grand dessinateur belge, par exemple, Kroll, est un ancien architecte. Moi, en fait, j'ai surtout à la base la passion du dessin depuis tout petit. J'ai toujours énormément dessiné. Et puis, s'est éveillé en moi, disons à l'adolescence, l'intérêt pour l'actualité. Donc, le croisement entre dessin et actualité. Mais ce n'est pas pour autant un métier auquel je me prédestinais forcément, puisque j'ai fait des études en matière de gestion. Donc, après, c'est un peu le hasard qui, dans mon cas, est lié à ma rencontre avec l'Afrique et le Burkina Faso, parce que je suis arrivé au Burkina il y a un peu plus de 30 ans. Et c'était l'époque de l'ouverture démocratique, la fameuse période après le discours de la Baule, etc. Et donc l'ouverture des différents médias privés. Et donc c'est un peu l'occasion qui a fait le larron. Et alors que j'étais parti pour être professeur d'allemand, je me suis retrouvé dans cette aventure du journal du jeudi, qui était un dromadaire, dont la mascotte était le dromadaire, et qui était une des premières expériences satiriques, donc en 1991, en Afrique francophone. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le dessin de presse. Et à l'époque, vous disiez aussi que c'est encore assez nouveau en Afrique, le dessin de presse. Est-ce que ça l'est toujours? Alors, évidemment, ça fait de une longue période, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas dans le Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest de façon plus générale, l'Afrique de l'Ouest francophone, c'était quelque chose d'assez inédit. Il y avait eu quelques expériences de presse indépendante au Burkina Faso, notamment l'Observateur, mais qui était un journal généraliste. Et puis, il y avait une première expérience où il y avait un peu de dessin de presse, mais qui n'était pas tout à fait indépendant, sous la révolution de Thomas Sankara. Donc, c'est vrai qu'en 91, quand le journal du jeudi, qu'on appelait affectueusement Gigi, est apparu, ça a vraiment fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été, pour certains, choqués, d'autres enthousiasmés par l'apparition de la caricature qu'on ne connaissait pas vraiment, c'est-à-dire le fait de représenter quelqu'un de connu, de manière reconnaissable, mais déformée, avec souvent une dimension humoristique. Donc c'était assez nouveau euh, dans nos pays, et en particulier effectivement au Burkina Faso. Aujourd'hui, évidemment, il y a une expérience qui commence à exister dans pas mal de pays. Pas forcément de façon toujours très florissante selon les pays pour des raisons souvent un petit peu économiques, mais on voit par exemple en Côte d'Ivoire un journal qui est plus jeune, mais qui est sur un terreau économique beaucoup plus favorable, qui est le Gbiche, qui est vraiment un très grand succès et qui est souvent considéré en plus comme le journal le plus fédérateur de Côte d'Ivoire, sachant que les journaux généralistes ont souvent des obédiences politiques, donc le Gbiche a vraiment un rôle social très important. Nous avons, comme je vous le disais avant de commencer ce webinaire, invité Lassane Zoré, qui est le directeur de publication de BIT, mais il nous a fait savoir à cause de la perte d'une personne très chère à lui, il ne pourra pas malheureusement participer à ce webinaire. Nous avons Donatien Donald qui nous a rejoint. Bonjour, Monsieur Donald. Monsieur Donald, est-ce que vous nous entendez? Un petit souci technique, je crois. Mais en attendant, je reviens à vous, Monsieur Gled, pour encore parler de la définition du dessinateur de presse. Vous avez évoqué le terme, ils sont parfois considérés comme des artistes, parfois comme des humoristes. Est-ce qu'ils sont les deux à la fois? Alors, Est-ce qu'un humoriste, ça dépend, hein. dessinateur de presse est forcément un humoriste? Non, pas systématiquement. C'est ce que je disais. Il y a deux variables, deux dimensions, effectivement, qui sont importantes. C'est journaliste, puisqu'on contribue au fait de traiter de l'actualité, de transmettre des informations, et le côté artistique, même si on ne se considère pas toujours comme des grands artistes, il y a évidemment une dimension dessin. Par contre, humoriste, ça dépend. Il y a des dessinateurs qui font des dessins extrêmement plutôt dans l'émotion et qui ne font pas forcément de l'humour et donc qui ne sont pas forcément des humoristes. Mais très souvent, c'est vrai que le dessin de presse est très connu pour, euh, pour faire rire les gens et pour faire ce qu'on appelle de la satire, c'est-à-dire une présentation décalée de l'actualité à travers l'humour. Bonjour, Monsieur Donald.
Donald continue la mise en plat technique. Est-ce que vous entendez, Donald? Pas encore. Monsieur Glaise, qu'essayez-vous souvent de montrer à travers vos dessins? J'ai essayé de parcourir un peu Jeune Afrique, faire quelques petites captures d'écran de vos dessins. Euh, que représente pour vous la caricature? Je crois comme on l'a évoqué le mot tout à l'heure, on intervient dans un cadre un peu plus large qui est celui de la satire. La satire, pour moi, c'est la présentation décalée de l'actualité. Donc, à la fois, dans un bon dessin de presse, il y a un contenu qui est réel. Il faut évidemment être astreint par les règles déontologiques habituelles des journalistes. Donc, on n'est pas là pour faire de la diffamation, on n'est pas là pour inventer des informations, mais on est là pour, un peu comme le fou du roi à l'époque du Moyen Âge, on est là pour présenter l'actualité de façon décalée. Et l'idée, pour moi, c'est de faire réagir les gens qui pourraient, à un moment donné, être un peu blasés par l'actualité. C'est-à-dire qu'on a des journaux généralistes qui présentent l'actualité de façon assez linéaire, de façon assez voilà, objective, descriptive. Et les gens, finalement, au bout d'un certain temps, quand ils entendent parler de la situation en RDC, l'insécurité dans le Kivu, ou bien du problème dans le Sahel, etc., ils finissent par ne plus tellement réagir parce qu'ils entendent un peu tous les jours des choses désagréables et finissent par ne plus être choqués par la situation. Donc là, le dessinateur de presse, il intervient et tout à coup, il crée une sorte d'électrochoc. C'est pour ça qu'on parle souvent de provocation. Alors, ce n'est pas de la provocation forcément au sens négatif, moqueur, destiné à blesser, mais c'est effectivement pour provoquer une réaction du lecteur par rapport à une situation à laquelle on a tendance à devenir insensible parce que les situations difficiles se répètent. Et puis, notamment dans le dessin de presse, il s'agit souvent de remettre un peu à leur place les hommes politiques, parce qu'on est sur des terrains notamment africains et ouest-africains qui ont été très marqués politiquement sur le plan traditionnel par la chefferie traditionnelle, où on ne discute pas beaucoup le monarque. Donc il faut parfois que les hommes politiques qui sont élus, qui sont censés être élus, comprennent qu'ils sont là au service de la population et qu'ils ne sont pas là pour se prendre pour des monarques absolus. Donc le dessin de presse, souvent, donne l'impression de se moquer, mais c'est pas tellement se moquer, c'est montrer aux hommes politiques qui sont un petit peu des individus comme tout le monde et qui doivent accepter aussi une forme de critique. Est-ce qu'ils acceptent souvent ce regard que vous, les dessinateurs de presse, vous posez sur? Alors évidemment, Donc, le dessin de presse, il intervient dans un contexte. Là, j'ai évoqué le contexte africain, on peut évoquer des contextes satiriques très différents où la caricature est beaucoup plus ancienne, mais ça dépend donc bien entendu d'abord de la culture. Et vous avez des sujets, par exemple, qui sont tabous dans certaines régions, moins dans d'autres. Au Burkina Faso, par exemple, le sexe est un sujet très tabou. Et il m'est arrivé d'avoir des réactions extrêmement négatives lorsque j'utilisais des dessins un peu avec une illustration à caractère sexuel, même lorsque cela s'y prêtait, et c'est même, même lorsque cela était justifié. Donc il y a des sujets qui sont tabous dans certains pays qui ne sont pas tabous dans d'autres pays, donc qui peuvent provoquer des réactions plus ou moins négatives. Et puis en dehors du terreau culturel, il y a évidemment le contexte politique. Là, évidemment, il y a des régimes qui peut-être sont pas tout à fait bien installés, ont une légitimité tout à fait approximative et qui voient dans la critique, sous forme de satire et sous forme de dessin de presse, un danger pour eux. Donc ça dépend de la culture démocratique, en plus de la culture globale d'un pays. Donc vous avez des régimes qui ne supportent pas la caricature, il y en a d'autres qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent sans forcément l'apprécier en se disant que c'est un bon calcul parce que ça leur permet de montrer à l'étranger qu'il y a de la liberté d'expression. Le dessin de presse est souvent un baromètre de la liberté d'expression et donc de la liberté de presse dans un pays. Et souvent, le dessin de presse même, on pourrait dire, est une sorte de cheval de Troie à l'intérieur de l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'on peut souvent faire du dessin de presse et dire des choses par le dessin de presse avant de pouvoir le dire dans les écrits, parce que dans le dessin, on utilise le décalage. Je pense au dessinateur Dilemme, par exemple, qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui arrivait à traiter l'actualité algérienne pendant les années noires, alors qu'il était très difficile d'écrire sur la question.
Donc voilà, il faut être assez intelligent quand on est au pouvoir pour comprendre que le dessin de presse, c'est un peu aussi une soupape qui permet aussi aux populations de rire un petit peu. Et puis, il faut l'accepter parce que c'est une forme de critique parmi les autres et qui finalement contribue à donner une bonne image aux dirigeants s'ils l'acceptent. C'est quand ils se braquent, lorsqu'ils interdisent la caricature ou la presse en général, que finalement ça leur revient en pleine figure comme un boomerang. Genre, Monsieur Donald, est-ce que maintenant c'est bon? Bonjour. Vous nous entendez, Monsieur Donald? Allô? Toujours pas encore. Puisque le thème de cet événement, c'est comment utiliser la satire dans les médias, allons droit au but. Monsieur Glet, comment utiliser la satire dans les médias? Ben, il faut, comme je l'ai dit, faire preuve d'une certaine finesse parce que c'est une ligne de crête assez étroite. Euh, la provocation pour la provocation est parfois contre-productive. C'est-à-dire lorsqu'on fait des choses uniquement pour choquer les gens, eh bien, on finit par braquer tout le monde et le message parfois est mal compris. Et des fois, on le fait de façon involontaire. Moi, j'ai des dessins qui parfois ont provoqué des très très fortes réactions et je me suis aperçu après coup que le, comment dire, le levier que j'avais utilisé sur le plan humoristique avait finalement occulté le fond du message. Donc il faut essayer de jouer avec finesse. Et l'idéal, c'est ce qu'on a beaucoup fait pendant ces nombreuses années où le journal du jeudi a existé au Burkina Faso, c'est s'appuyer sur la culture locale et sur les ressorts humoristiques locaux. Par exemple, il existe dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment c'est très très fort au Burkina Faso, la parenté à plaisanterie entre les ethnies. On a une soixantaine d'ethnies reconnues au Burkina Faso et il y a des complicités entre ethnies qui passent par de la chamaillerie et parfois même des insultes de second degré. Donc on a beaucoup joué sur ça, par exemple, entre l'ethnie des Bobos et l'ethnie des Peuls. On a beaucoup fait des dessins qui utilisaient ce ressort-là et ça permettait effectivement d'être tout de suite compris par la population qui avait une certaine culture traditionnelle et ça permettait de bien fonctionner. Donc il faut essayer d'établir effectivement une complicité avec le lectorat. Si on cherche systématiquement à choquer le lectorat, parfois c'est contre-productif. Mais parfois il faut le choquer aussi parce qu'on sent que le lectorat ne réagit pas. Mais voilà, c'est vraiment un dosage en s'appuyant sur une culture traditionnelle, en n'important pas d'ailleurs d'autres pays, notamment occidentaux, une culture copier-coller. Par exemple, on a beaucoup parlé de Charlie Hebdo, mais la manière de traiter l'actualité de Charlie Hebdo fonctionne bien pour la France. Même là, elle choque pas mal de gens. Mais si vous faites du Charlie Hebdo dans un pays africain, par exemple, ça risque de ne pas fonctionner et de créer plus du conflit que du contenu journalistique. Monsieur Donald, bonjour. Ok, c'est bon, enfin. Oh, Enfin, bonjour. Je suis comment vous fait. allez-vous? Oui, ça va bien, ça va. Vous nous rejoignez, ça fait plaisir de vous écouter. En tout cas, merci de participer à ce webinaire. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Corrigez-moi, je vous ai présenté au début de ce webinaire comme étant l'un des pionniers de la caricature au Togo. J'ai pas tort, non? Bon, en toute modestie, je dirais, bon, peut-être bien, peut-être bien. Bon, puisqu'il faut aussi dire que dans le domaine de la caricature, en ce moment, il y a très peu de personnes. Donc, si vous dites l'un des pionniers, je pense que, bon, il va de soi, quoi. Parce que la caricature au Togo, ce n'est pas facile. Il ne fait pas facile de faire la caricature au Togo. Il faut avoir le cœur, il faut être un bat-en-guerre, il faut être un cabri mort, quoi, comme on le dit. Voilà. Et comme j'en suis un, ce qui fait que, bon, je résiste encore dans les caricatures au Togo. Les autres ont disparu. C'est ça. Monsieur Donald, vous travaillez avec plusieurs médias. Et ma question pour vous, c'est une question que j'ai posée aussi à Glaise avant qu'on ne commence. Où trouvez-vous souvent de l'inspiration pour vos dessins? Ah, ok. Ah, bon, cette question, c'est une question qu'on m'a vraiment posée plusieurs fois, surtout à mes débuts. Aujourd'hui, je ne sais même plus quelle réponse je donnais. Bon, disons, mon inspiration, disons, il faut dire que comme moi, je fais la caricature politique pour la plupart du temps, donc mon inspiration vient de tout ce qui se passe dans l'actualité politique au Togo. Bon, au Togo et ailleurs aussi. Mais étant donné que j'aime plutôt faire disons, de la satire humoristique,
donc que j'ai aussi une teinte d'humour en moi. Donc, mon inspiration, on va dire, j'observe autour de moi ce qui se passe dans le social et j'essaie de le transcrire dans la politique de façon véridique ou pas forcément véridique, mais de toute façon, ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir créer de l'humour. Donc, je peux m'inspirer de tout ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe à la maison. Je peux imaginer déjà que ce qui se passe chez moi à la maison, c'est ce qui peut se passer aussi chez un autre politicien chez lui à la maison. Donc, je l'utilise pour le transformer sous forme de scénario imaginé pour créer mes caricatures de façon à faire rire et faire rire aussi les, les victimes de mes caricatures. Voilà. Pour vous, pourquoi les dessins de presse sont importants, Monsieur Donald? Oui. Bon, les dessins de presse sont importants, bon, surtout dans nos pays ici. D'abord, je dirais, bon, premièrement, parce que les gens ont un peu perdu le, on va dire, le goût de la lecture, surtout la lecture, les longues lectures, la lecture des textes un peu longs. Voilà, donc c'est un peu difficile aujourd'hui pour les gens de lire des longs textes. Et puis, avec le dessin, l'information, disons, l'information passe un peu plus vite. Et puis maintenant, avec le dessin aussi, il faut dire que celui qui n'est pas là à l'école, mais qui peut reconnaître un politicien dans un dessin et reconnaître aussi, comprendre rapidement l'action qui se passe dans le dessin, on va dire, ce lecteur il va, disons, se sentir beaucoup plus à l'aise à avoir une information à partir d'un dessin, à partir de quel aussi il peut aussi avoir, disons, une bonne humeur, vu la touche d'humour. Le lecteur se sentira beaucoup plus à l'aise avec cela, plutôt que de se sentir à l'aise avec, disons, une information donnée avec, bon, disons, des écritures sur un français soutenu ou voilà, bon, plus ou moins soutenu, je dirais bien. Bon, un peu. Donc, avec la caricature, disons, ceux qui sont intellectuels peuvent comprendre une actualité, ceux qui ne sont pas intellectuels peuvent comprendre une actualité. La grand-mère au village, en voyant un dessin, si elle arrive à reconnaître peut-être le président, elle peut tout de suite comprendre facilement une actualité. Et puis, elle est encore importante dans ce sens aussi qu'il y a des informations qui sont un peu sensibles, qui semblent un peu sensibles et qu'une rédaction ne peut pas, disons, donner tout de suite sans forcément en avoir les preuves. Mais à partir de la caricature, nous avons la possibilité de donner, d'avoir, disons, de donner un avant-goût de l'information ou bien de passer carrément l'information sous prétexte que ce n'est que de la caricature. Donc, c'est un peu comme si c'était de la blague. Alors qu'en réalité, nous venons de donner une information qui pourrait créer des problèmes au directeur de publication parce que celui-ci devrait être en mesure de prouver de donner les preuves de cette information qu'il vient de donner, qui vient disons, de donner. Alors qu'avec le caricaturiste, il peut donner l'information sans forcément nommer les concernés, mais les lecteurs déjà reconnaîtront ces différents concernés et comprendront rapidement ce qui se passe dans l'actualité à partir d'un dessin. Et voilà. Monsieur Glaise, vu la fonction des dessins de presse, pourquoi il y a malheureusement peu de dessins de presse dans nos journaux? Dans les journaux africains, c'est assez difficile à expliquer. Effectivement, Donald a dit beaucoup de choses très intéressantes qui semblent justifier le succès du dessin de presse en théorie, le fait que les populations soient dans certains pays majoritairement analphabètes et que le dessin leur permette d'avoir accès à une certaine forme d'information humoristique, tout ça, ça devrait favoriser le dessin de presse. Mais curieusement, le dessin de presse existe assez peu dans beaucoup de pays. Au Burkina Faso, par exemple, le dessin de presse existe, enfin n'existe actuellement pratiquement pas. En fait, nous avons créé donc un journal satirique pendant 25 ans, le journal du jeudi, dans lequel il n'y avait que des caricatures, il n'y avait pas de photos. Et pourtant, normalement, la presse généraliste peut tout à fait avoir des caricatures qui servent souvent même d'accroche au journal en première page. Le journal Le Monde, où il y a plein de journaux très très connus dans le monde qui ont des caricaturistes. Mais les journaux généralistes dans nos pays ne prennent pas souvent ce relais. On fait un peu de dessin à la fin du journal, le jeu des 7 erreurs, ou des choses comme ça, ou la blague du jour. Mais le dessin politique, on ne le fait pas tellement. J'avoue que je n'ai pas tellement d'explications à ça. Norbert Zongo, évidemment, qu'on connaît très bien, qui a été assassiné en 98 au Burkina, tenait aussi à défendre le dessin de presse. Et à la une de son journal L'Indépendant avait une caricature du dessinateur Tim Pouce. Mais après lui, il n'y en a pas. Je ne saurais pas dire pourquoi, parce que théoriquement, les gens aiment beaucoup l'humour dans nos pays.
ils aiment le dessin, ils réagissent au dessin. Donc je ne sais pas pourquoi les journaux généralistes ne font pas appel aux dessinateurs. Peut-être qu'ils considèrent que c'est une forme d'expression qui est cantonnée à la presse satirique. Il y a le fait aussi que on a souvent très peu de moyens et que les dessinateurs sont un peu payés au lance-pierre, très mal payés. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de dessinateurs qui, en dehors des pressions politiques dont Donald parlait tout à l'heure, en disant que Cabrimore n'a pas peur du couteau, c'est vrai que y a beaucoup de dessinateurs aussi qui se découragent parce que c'est plus rentable de faire des dessins pour des ONG, c'est plus rentable de faire des décors de cinéma ou de faire un travail purement artistique. Donc, je n'ai pas de réponse absolue parce que j'ai l'impression que la population aime le dessin de presse, donc il y a théoriquement une demande, et pourtant il y a beaucoup de journaux généralistes qui ne font pas appel au dessin de presse. Donc, c'est assez. Monsieur Glaise, est-ce que les dessins de presse ne sont pas une réponse à l'éducation aux médias? Aujourd'hui, on parle de plus de la presse qui vit une crise de confiance du public, des gens qui ne lisent plus assez, du public qui est très méfiant vis-à-vis des articles. Est-ce que les dessins de presse ne sont pas finalement une réponse puisqu'ils permettent vraiment de toucher beaucoup de monde, ils permettent de toucher ceux qui n'ont pas assez de temps pour lire parce qu'il faut aussi parler du défi de la connexion Internet dans nos pays africains, où on n'a pas assez de mégas pour lire tout un article, pour visionner des vidéos. Est-ce que les dessins de presse ne sont pas en réponse aux éducations de médias? Est-ce qu'on ne devrait pas encourager les médias à aller dans ce sens, embaucher plus de caricaturistes? Alors effectivement, parce qu'on a en plus plusieurs tendances qui sont un peu inquiétantes. D'abord, dans beaucoup de pays du monde, on a une sorte de méfiance qui s'installe vis-à-vis du dessin de presse avec un peu la dictature du politiquement correct. Je pense au New York Times, par exemple, qui était un Oui. journal américain qui publiait beaucoup de dessins de presse, notamment dans son édition internationale, et qui a renoncé il y a quelques années. Donc le dessin de presse a tendance à reculer même dans les pays où il y avait une grande tradition en la matière. Et puis, on voit aussi apparaître maintenant beaucoup de montages. Il y a évidemment les trolls qui font des contenus dessinés, évidemment orientés politiquement à la faveur de certains régimes pas forcément démocratiques. Donc, il y a beaucoup de confusion dans les images qui circulent sur Internet et qui peuvent parfois créer une confusion entre un dessin de presse parfaitement déontologique et un contenu humoristique avec un sous-entendu idéologique un peu malsain. Donc tout ça, c'est des choses assez négatives. Donc effectivement, dans l'avenir, il faut se dire que le dessin de presse doit être promu et servir dans l'éducation. Donc moi, j'appartiens par exemple à une association qui s'appelle Cartooning for Peace, à laquelle appartient également la Zoré, à laquelle appartient Patrick Chapat, et qui a été créée par Plantu en combinaison avec, à l'époque, Kofi Annan, lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies. Et donc nous essayons d'organiser dans différents pays des interventions, ça peut être des festivals, ça peut être des expositions. On essaie de mettre en avant le dessin de presse et on essaie de plus en plus de développer la dimension pédagogique du dessin de presse. Donc on intervient beaucoup dans des écoles d'une part et dans des prisons d'autre part. Donc moi je vais régulièrement intervenir dans des écoles, y compris sur d'autres continents, et également dans des prisons. On a fait ça en Côte d'Ivoire, à Bassam, etc., où on essaie d'utiliser effectivement les dessins de presse comme un vecteur de sensibilisation au décryptage de la presse. Il y a des projets comme Média Sahel de CFI qui ont essayé comme ça de lutter contre la radicalisation au Niger, au Mali et au Burkina en s'appuyant notamment sur le dessin de presse. Donc c'est un outil qu'il faut utiliser. D'abord expliquer aux gens que ce n'est pas forcément la même chose que d'autres contenus graphiques qui sont de très mauvaise qualité, que ce n'est pas contraire au politiquement correct forcément, et puis que ça peut être utilisé notamment auprès des enfants pour développer la culture aux médias. Monsieur Donald, comment trouvez-vous l'équilibre entre l'humour et l'information? Bon, là, c'est quelque chose qui reste un peu difficile à expliquer, puisque l'humour, d'abord, déjà, l'humour, c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc, bon, comment le trouver? Bon, c'est un peu déjà compliqué pour moi à expliquer. Maintenant, l'équilibre entre l'humour et la politique,
Bon, je ne sais pas en fait, je suis un peu, je sais pas trop si c'est parce que je n'ai pas très bien compris la question ou pas, mais je peux dire que euh, ici, étant donné que comme ça, la politique, les informations politiques sont des informations qui restent un peu, qui peuvent aussi être un peu sensibles. Donc, l'humour vient un peu, on va dire, atténuer un peu, disons, la crispation, atténuer un peu peut-être la colère, les, oui, je dirais la colère en fait que peut susciter en quelqu'un une information un peu difficile à accepter. Voilà, donc cet humour vient, bon, je sais pas, je m'excuse, hein, c'est comme si la question est un peu, elle est un peu, pas très bien comprise pour moi. Ouais, un peu, non. Voilà, peut-être que Ouais. je dois un peu éclairer la question. La décision, le dessin de presse à la base de la décision du New York Times d'arrêter, par exemple, de publier des caricatures, la raison évoquée par le New York Times, c'est pour ne plus choquer. Pour ne plus choquer, parce que le dessin avait vraiment choqué. Le dessin, lorsqu'il avait été publié, n'avait pas posé de problème, mais lorsque c'est le New York Times qui le reprend dans son édition internationale, il y a vraiment des polémiques que ça a suscité. Mais comment présenter l'information sans vraiment choquer? Comment informer sans choquer? Comment informer sans offenser? Parce qu'à la base de ce dessin de presse, par exemple, il y a une information. Mais comment présenter l'information sans choquer? On donne de l'information sous forme de dessin de presse, mais comment le faire en respectant un peu, comme le dit Damien, par exemple, la culture démocratique du pays, la culture du pays sans choquer. Ok, Il y a dans des ok, pays où les dessins, par exemple, sur le sexe, comme les vocabulaires ne sont pas permis, ou des dessins, par exemple, sur les personnages religieux, mais ailleurs, oui. on peut bien le faire. Comment, dans ces contextes-là, informer sans vraiment choquer? Ok, dans ce cas, je dirais que s'il faut informer à partir du dessin de presse sans véritablement choquer, il faut d'abord considérer l'environnement dans lequel l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a effectivement des endroits dans lesquels on ne peut pas publier n'importe quel type de dessin. Ouais, un peu, parce que ça peut être choquant, effectivement, mais ces mêmes types de dessins peuvent être acceptés dans d'autres types d'environnements. Si on prend l'exemple bon, dans le côté religieux, si on prend l'exemple de Charlie Hebdo qui a été bon, malheureusement, on va dire, attaqué entre-temps à cause de ses dessins, là, on comprend déjà qu'il y a des dessins qui peuvent faire mal. Ces dessins peuvent peut-être être acceptés par certaines personnes comme nous autres, mais d'autres communautés ne peuvent pas accepter ces dessins parce que ça attaque une certaine sensibilité. Si on prend dans le cas du sexe aussi, par exemple, je sais qu'il y a aussi des endroits dans lesquels on ne peut pas publier, on va dire facilement des dessins qui ouvertement parlent de sexe ou bien ouvertement montrent le sexe sans choquer. Et que pendant ce temps, il pourrait aussi y avoir d'autres endroits, d'autres communautés dans lesquelles le sexe n'est pas, on va dire, tabou. Ouais. Bon, et dans ce comment en question, ce qui répond à ce comment, c'est le fait de pouvoir considérer l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, étudier d'abord et comprendre l'environnement dans lequel on se trouve avant de savoir ce qu'on peut dessiner, ce qu'on peut publier sans choquer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Bon, si je prends, moi, bon, en mon cas, dans le journal où je travaille entre-temps, le journal SICA, bon, malheureusement, je ne suis plus à SICA depuis un certain moment déjà. Bon, quand on a commencé ce journal, il faut dire que nous, on parlait beaucoup de sexe dans ce journal. Maintenant, le fait de parler de sexe, bon, au début, ça ne gênait pas. Mais il faut dire qu'à un moment, on a commencé à, disons, dépasser certaines limites. On a commencé à extrapoler un peu. Quand je dis extrapoler, c'est-à-dire dessiner le sexe vraiment, vraiment. Et là, ça a commencé à toucher des sensibilités. Et on a eu à être convoqué plusieurs fois par la hack. Un peu. Donc, pour question de choquer ou ne pas choquer, il faut, on va dire, considérer, voir, est-ce que la communauté, l'environnement dans lequel c'est un environnement propice, favorable, tolérable pour ce type de dessin qu'on veut publier ou pas. Ouais, un peu non. Donc, ce qui veut dire aussi que ça devient un peu comme si c'était une sorte de autocensure. Je ne sais pas si, bon, il faut les prendre négativement ou bien positivement, mais c'est comme, par exemple, si moi je devrais être caricaturiste dans un pays,
par exemple comme le Niger, puisque j'avais souvent eu à faire des travaux pour le Niger, j'étais, disons, censé considérer leur culture, leur religion, comprendre en fait qu'il y a des choses qui ne passent pas. Donc, pour ne pas avoir à répondre, pour ne pas avoir des dessins qui vont être rejetés, déjà dès le début, je suis informé que non, ici, ça et ça et ça ne passe pas. Donc, en faisant ton travail, fais attention à ce qu'il n'y ait pas dans ce type de présentation qui peuvent choquer, qui ne passe pas en fait dans ce pays-là. Oui, un peu non. Mais par contre, dans d'autres pays, bon, si je prends la Côte d'Ivoire, par exemple, je sais que bon, la Côte d'Ivoire étant un pays un peu ouvert, puisque j'ai longtemps fait Abidjan. Donc là-bas, bon, ce n'est pas tabou, c'est carrément pas tabou. Il y a beaucoup plus de liberté concernant le dessin de presse par rapport à certains sujets qui sont sensibles dans les pays peut-être sahéliens que dans les pays, bon, disons, un peu comme la Côte d'Ivoire ou même le Togo aussi. Parce qu'au Togo aussi, on va dire, il y a une certaine partie, une certaine frange de la population qui accepte donc, le fait qu'on parle de sexe sans tabou, pendant ce temps, il y en a aussi d'autres aussi à qui disons que ça dérange aussi. Donc, nous sommes obligés d'essayer de trouver un peu l'équilibre pour pouvoir ne pas frustrer certaines personnes et ne pas aussi faire plaisir à d'autres personnes. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Nous sommes dans la seconde phase de ce webinaire. Donc, pour les participants qui nous suivent directement dans le groupe privé sur Facebook ou pour ceux qui nous suivent via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions. Pour ceux qui sont sur Facebook, dans les commentaires sous la vidéo en direct. Et pour vous, celles et ceux qui nous suivent via Zoom, vous pouvez entrer vos questionnaires dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Nous avons une question qui vient d'un participant. Elle pose 3 questions, mais 3 questions aux invités. La première question: depuis qu'ils se sont lancés dans cette aventure, ont-ils déjà eu des menaces pour avoir présenté une information politique sous forme d'une caricature? Je peux répondre? Bien sûr. D'accord. Bon, ben, moi, Donald, disons que j'ai commencé la caricature au Togo ici en tant que travail. Quand je dis en tant que travail, c'est-à-dire en tant que professionnel véritablement, avec le journal Golf Info. Voilà. Le journal Golf Info, il faut dire que dès mes premiers pas dans ce journal, les premières semaines que j'ai fait dans ce journal, il faut dire qu'il y a certains de mes dessins du début ont créé des problèmes à la boîte. Donc la boîte a reçu des menaces, puisque le journal, c'est un journal on va dire, qui appartient à un groupe de presse, donc, ouais, qui contient une télé et une radio. Donc le dessin que j'ai fait, c'était des dessins un peu sensibles. Quand je dis sensible, c'est-à-dire que ce sont des dessins qui attaquaient de façon frontale. Donc, j'ai attaqué de façon frontale un ministre dont je vais taire le nom. Et ce ministre-là n'a pas véritablement gobé cela. Voilà, il n'a pas digéré. Et il a appelé la direction pour créer des problèmes, pour faire des menaces. Donc, cette information, je ne l'avais pas eue en même temps, puisque c'était dans mes débuts. Il faut dire que c'est après carrément un mois, presque un mois, que j'ai été informé que le travail que j'ai commencé à faire dans ce journal commençait à créer des problèmes dans ce journal. J'allais créer des dégâts. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai commencé un peu à me méfier. Mais il faut aussi dire que je n'ai pas vite eu l'information. C'était une façon de me protéger. C'était aussi une façon pour moi de ne pas perdre mon inspiration parce que le directeur avait trouvé que si j'avais été informé qu'il y avait eu une menace par rapport au dessin que j'ai fait, que je risquais peut-être de prendre peur, d'abandonner ou bien de perdre mon inspiration. Et que donc, pour cela, il a fallu attendre, laisser la tension baisser avant de m'informer. Voilà. Mais bon, moi, en ce temps-là, j'étais assez chaud, puisque j'étais un peu en griffe opposant. Donc, j'étais chaud pour frapper sur tout ce qui était pouvoir. Voilà, et ça me plaisait comme ça. Donc, maintenant, à part ça, il y a aussi le journal Liberté, puisque je suis aussi caricaturiste pour le journal Liberté, là où je suis encore toujours. Il y a déjà aussi un dessin que j'ai fait qui concernait, disons, la sécurité maritime. Entre-temps, je pense que c'était en 2017, en octobre 2017, quand le Togo organisait la conférence sur la sécurité maritime. Effectivement. Donc, j'avais fait une caricature. Bon, disons, bon, je peux décrire un peu à quoi ressemblait la caricature. La caricature, c'était, disons, le président Ford qui marchait, allait disons, à l'hôtel 2 février où devait se passer l'événement.
Donc, pendant ce temps, il y avait les opposants qui se sont cachés, qui ont voulu lui tendre une embuscade avec un panier. Ils avaient un panier en main. Ils ont un panier, ils ont levé comme ça, prêt à, on va dire, à kidnapper le président. Et dans le dessin, j'ai écrit que les opposants disaient que bon, donc ils vont le kidnapper pour l'empêcher d'aller à, disons, au 2 février et l'obliger à faire les réformes avant de lui permettre de pouvoir aller à son conférence. Et étant donné que la conférence était importante pour le président, donc c'est sûr qu'il allait organiser, il n'aurait pas autre choix que d'organiser les réformes avant d'être relâché. Bon, il faut dire que ce dessin nous a créé des problèmes. Ça nous a valu une convocation à la HAC. Voilà, et le jour-là, il faut dire qu'avec mon directeur aussi, mon chef, mon rédacteur en chef, on s'est pratiquement disputé parce que je n'ai pas compris. Et bon, je n'avais pas compris pourquoi est-ce que, on voudrait nous créer des problèmes à cause de ce dessin-ci. Donc, c'est là qu'il m'avait expliqué que nous étions depuis dans l'œil du cyclone et que bon, bien que ce n'était que des dessins, donc ça pouvait déjà être un bon prétexte pour pouvoir créer des sérieux problèmes au journal. Et effectivement, c'était le cas. Donc, après cette convocation, bon, normalement, il faut dire que mon chef avait voulu aussi que je réponde à cette convocation, mais pour moi, je devrais plutôt aller à Cotonou. Donc, j'ai préféré anticiper mon voyage sur Cotonou et les laisser gérer et tout ça avec la HAC. Donc, effectivement, les dessins de presse nous causent des problèmes souvent. Mais maintenant, bon, il faut dire que c'est depuis un certain moment, pour moi, mon niveau, depuis un certain moment déjà, j'ai beaucoup modéré mes dessins. Voilà, bon, disons, pour éviter de continuer de créer des frustrations et puis bon, on va dire être compliqué. C'est ça. Pas exactement la même question à M. Glaise, mais la troisième question de la participante. Peut-on rire de tout, M. Glaise? Est-ce que toute information peut faire objet d'une caricature? Est-ce que toute information peut être présentée sous forme de dessin de presse? Alors oui, oui, je pense que toute information peut être présentée sous forme de dessin de presse, puisqu'on a dit au début que l'humour n'était pas systématique, même s'il était prédominant. Donc éventuellement, lorsqu'il y a un drame extrêmement tragique qui se passe, on ne va pas forcément chercher à faire de l'humour, mais on peut faire quand même un dessin qui permet de compatir et de représenter sous forme graphique une compassion avec les victimes de cet événement. Après, pour le dessin, l'humour, c'est effectivement ce qu'on utilise le plus souvent, et je pense qu'on peut rire de tout. Tout dépend de la manière qu'on utilise. Alors, comme on l'a dit, ça dépend un peu de la culture, il faut le faire de façon acceptable. Si vous riez de quelque chose qui est un sujet assez grave, vous risquez de choquer les gens. Choquer les gens, ça peut faire partie de notre métier. On a parlé tout à l'heure de provocation, mais il ne faut pas forcément qu'il y ait un ressenti d'humiliation. Donc, voilà, il y a toujours une différence entre choquer quelqu'un et humilier quelqu'un. Donc, on essaie d'éviter d'aller vers l'humiliation. Sinon, on peut rire à peu près, je pense, de tout. L'humoriste français Pierre Desproges disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, ça dépend un peu des gens à qui on s'adresse et des contextes dans lesquels on est et des contextes dans lesquels on est publié. Même si, évidemment, aujourd'hui, Internet fait qu'il n'y a pas vraiment de frontières et qu'un dessin qui est conçu pour un contexte particulier peut être vu et donc très mal compris dans un autre pays que celui auquel il était destiné. Mais je pense qu'on peut pratiquement rire de tout parce qu'il y a aussi des formes de rire qui ne sont pas simplement de la moquerie ou de l'agressivité. On sait qu'il y a eu de l'humour qui a été fait, par exemple, sur la Shoah, sur le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il faut être juif pour pouvoir rire du génocide des Juifs? Je ne sais pas. Est-ce quelle est la manière dont on présente les choses? Est-ce qu'on va se moquer des victimes ou est-ce qu'on va faire un trait d'humour qui, comme disait Donald tout à l'heure, permet de décompresser un petit peu par rapport à un événement tragique? Bon, mais je pense qu'en tout cas, tous les sujets se prêtent à la satire et que tous les sujets se prêtent a priori à l'humour, même s'il y a parfois un petit décalage par rapport à l'immédiateté d'un événement tragique. J'ai envie de partager mon écran puisque nous sommes déjà à la fin de ce webinaire et partager un peu avec vous, vous faire découvrir quelques dessins de M. Glaise dans Jeune Afrique. Euh, J'ignore si là actuellement vous voyez mon écran. Est-ce que mon écran est visible chez vous? Pas encore chez On moi. se partager, mais on ne voit pas de dessin. Pas encore.
OK. Ma dernière question pour vous, avant qu'on ne close cette session. Quelles sont les recettes d'une bonne satire? Je pose cette question autant à M. Glaise qu'à M. Donald. Quelles sont les recettes d'une bonne satire? Comment réussir en dessin de presse ou comment réussir une satire? Ah, la recette, c'est difficile, hein. C'est comme on dit, pour faire un tube en musique, il n'y a pas de recette, sinon ce serait trop facile. Donc, comme c'est une activité qui a un peu une dimension artistique, c'est difficile d'avoir une recette, mais je pense qu'il faut avoir un bon dessin. C'est d'abord un dessin qui est piquant, qui est pimenté. Je pense que si on fait un dessin qui est plat, ça va intéresser personne. Donc le piment, maintenant, ça peut brûler, comme ça peut aussi agrémenter le goût du plat qu'on est en train de manger. Donc ça dépend, c'est une question de dosage, c'est une question, comme disait tout à l'heure, d'anticiper éventuellement le ressenti des personnes pour ne pas les vexer, pour ne pas les humilier. Mais c'est vraiment quelque chose qui ne se prévoit pas tellement à l'avance, sinon que nous, quand on dessine pendant des années de façon très régulière, on a une sorte de mécanique qui fait que sans s'en rendre compte, on a un certain dosage d'autocensure, comme disait Donald tout à l'heure, et puis on arrive à anticiper ce qui peut être acceptable sans que ce soit une démarche forcément très intellectuelle. Mais, donc il n'y a pas vraiment de recette, mais c'est l'expérience qui fait, je pense, qu'on arrive à doser entre la provocation, la dimension artistique, l'évaluation de la réaction du public. Donc c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on on arrive à faire des bons dessins éventuellement sans s'en rendre compte à l'avance. Et parfois, on est surpris par un dessin qui choque alors qu'on n'avait pas imaginé qu'il choquerait, ou à l'inverse, on anticipe peut-être qu'un dessin va être problématique et finalement, il ne l'est pas. Voilà. Et Voilà. après, un dessin, juste pour finir, Ici, par exemple, ouais. c'est un dessin aussi à une vocation plus ou moins illustrative. Ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est une forme de satire encore un peu particulière parce que je fais à la fois le texte, l'article, et en même temps le dessin. Donc là, le dessin tout seul ne tient pas, mais il illustre évidemment, là, par exemple, la situation du Premier ministre nigérien qui est allé au Congo, invité par le régime congolais dans le cadre d'un événement de l'Union africaine à laquelle il n'était pas convié puisque l'Union africaine a rejeté le Niger depuis le coup d'État. Donc le dessin montre comment ce Premier ministre a réussi à être visible au Congo. Il a été reçu par Sassou Nguesso et donc en même temps il n'est pas sur la photo de l'événement de l'Union africaine. Donc c'est un dessin qui entre en corrélation avec le texte qu'il faudrait lire pour parfaitement le comprendre. Oui. OK. Ce que je voudrais ajouter un peu à ce que a dit M. Blaise. Allô? Oui, Allô? Oui, alors. Oui. Je voudrais dire que, bon, je voudrais aussi ajouter un peu à ce que M. Blaise a dit aussi, que souvent, pour avoir une bonne satire, souvent, ça ne peut pas aussi se commander en avance, mais ça peut dépendre aussi de la densité de l'actualité. Ça peut dépendre du type d'actualité qu'on a en face. Il y a des actualités qui peuvent nous permettre de pouvoir faire des dessins qui seront vraiment intéressants. Il y a des actualités qui donnent plus des très bonnes inspirations, pendant qu'il y a des actualités qui sont un peu, on va dire, fades et qui ne donnent pas vraiment du tout d'inspiration. Donc, voilà. Donc, quand l'actualité est bonne, quand elle est chaude, déjà, c'est beaucoup plus facile pour nous de créer des dessins qui sont très intéressants. Et puis aussi, si par exemple le dessin en lui-même n'est pas très joli, très beau, très intéressant, souvent le texte peut l'accompagner, le texte peut aider le dessin, le texte peut aider à enjoliver un peu le dessin et vice versa. Il peut aussi avoir des actualités où soit le dessin lui-même n'a pas besoin de texte. Quand on voit le dessin en lui-même, on peut déjà le comprendre, ça peut déjà créer de l'humour. Mais il y en a d'autres où le dessin en lui-même d'abord ne crée pas encore l'humour, où le dessin n'est pas encore extraordinaire, mais le dialogue qui va suivre déjà peut donner certaines informations qui vont susciter un grand intérêt du public par rapport à l'actualité. Voilà. Merci à vous, Monsieur Glaise, pour le temps passé, pour avoir accepté de participer à ce webinaire que nous avons organisé, pour accepter de partager avec nous un peu l'actualité des dessinateurs de presse, de ce que vous faites comme travail. Ici, nous avons encore devant nous
un de vos dessins sur la démission de Samuel Eto'o. Pas vraiment une démission, mais après la défaite de la sélection camerounaise, comme vous le dites, Samuel qui a qui a proposé de partir, qui a présenté sa démission, et qui a été refusée. Voilà encore un dessin, mais qui s'inspire toujours, comme nous voulons de le dire, sur l'actualité. Et je crois que ce n'est pas faux de dire que le dessinateur de presse interroge aussi souvent l'actualité. Il a un regard sur l'actualité, mais il interroge aussi souvent l'actualité. Merci encore pour ce temps passé, pour partager avec nous des ressources, pour nous dire comment utiliser la satire dans les médias. Monsieur Donicien Donat, ça a été un plaisir aussi de vous avoir au cours de ce webinaire. Nous avons excédé les 45 minutes qui sont prévues pour cette discussion. J'ignore si vous avez encore une ou deux choses à partager avant qu'on ne termine cette session. Sinon, pour moi, j'avais prévu aussi de vous demander quels sont, par exemple, les défis éthiques qui sont liés à l'utilisation de la satire, mais je pense que vous l'avez abordé au cours de vos différentes interventions. C'est ça. J'ajouterais juste que c'est agréable de pouvoir croiser des collègues dessinateurs. Moi, je connais le nom, évidemment, de Donald. Je suis son travail depuis longtemps. Mais on fait des métiers qui sont assez solitaires parce qu'on est des artistes un peu enfermés dans notre bureau. On n'a pas souvent l'occasion de Oui, se parler. Donc, ce genre de webinaire, ça permet au moins des petits clins oui, d'œil. oui, oui, effectivement, ça fait bien plaisir. Moi aussi, je connais M. Glaise, bon, à travers ses dessins. Je connais aussi M. Glaise à travers certains collègues dessinateurs comme Tonapa, voilà, avec qui je suis très souvent. Tonapa qui est au Bénin ici, à côté de moi, voilà, avec qui je suis très souvent. Et bon, dans les causeries, il me parle de Glaise, il me parle de bon, Oscar, de Barry, des différents autres dessinateurs qui sont autour de nous. Il faut aussi dire que parmi les dessinateurs de presse en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, ici, je suis presque le seul qui ne voyage pas ou bien qui n'aime pas voyager, ou bien entre griffes qui a peur de, de voyager, j'en sais rien. Et que, ce qui fait que ben, voilà, je suis obligé de connaître les autres de loin, quoi. Vous voyez, ben, j'espère que ça va bientôt changer, que j'aurai l'occasion de me déplacer pour rencontrer d'autres, disons, de visu. J'espère que cette rencontre se fera au-delà du virtuel. Merci encore une Oui, fois d'avoir accepté participer à cet événement que nous avons organisé. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, belle journée à ceux qui nous oui, suivent. Et merci oui, aussi aux merci participants beaucoup. qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bye bye à Et, tous. et si jamais Donald arrive à rencontrer Glenn, n'hésitez pas de m'envoyer la photo. D'accord, j'espère que ça ne sera tardé.